La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec le gouvernement béninois qui passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre la propagation du coronavirus. La centrale d'achat des médicaments essentiels CAME est autorisée à mettre à la disposition des officines de pharmacie la chloroquine à un prix subventionné de 500 francs CFA à la plaquette. Plusieurs corporations sont annoncées pour subir des dépistages systématiques en vue d'une meilleure prise en charge des cas. Ulrich Gaba nous en dira plus dès le début de ce journal. Et puis la naissance de l'ANAPES, l'Agence nationale pour la prestation aux établissements scolaires publics envisagée par le gouvernement suscite des réactions dans le rang des acteurs du monde éducatif. La nouvelle réforme annoncée pour mieux encadrer le recrutement, la formation et le suivi des enseignants vacataires ou communautaires croise déjà des interrogations, des inquiétudes et des suggestions. Nous entendrons les acteurs concernés dans un instant. À suivre également les impressions des vendeuses des marchés de Bégamin et de Ménotin. Elles sont installées sur un nouveau site en raison du démarrage du programme de modernisation des marchés urbains conduit par le gouvernement. Les habitudes ont changé et les rendements sans doute. Résumé d'une ambiance faite de nostalgie et d'espoir avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Dans sa stratégie de lutte contre le coronavirus, le gouvernement continue de s'approvisionner en équipements médicaux et c'est dans ce cadre que le ministre de la Santé et son collègue en charge de l'économie et des finances étaient hier dimanche à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti de Kadiaon pour réceptionner une cargaison commandée par le gouvernement béninois. Il s'agit donc d'un lot composé d'équipements de laboratoire pour faciliter le diagnostic. Les précisions maintenant avec Ali Moumouni. Le gouvernement béninois ne prend pas à la légère la menace liée à la pandémie du coronavirus. Dès le début de cette crise sanitaire mondiale, plusieurs équipements sont acquis pour assurer la protection des Béninois et le traitement des cas confirmés. Ce dimanche 19 avril, le ministre de la Santé Benjamin Nkpati et celui de l'économie et des finances Romuald Douadani sont une fois encore sur le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti pour réceptionner une nouvelle cargaison d'intrants. Effectivement, nous venons de recevoir un important lot de matériel. Il faut dire que la spécificité de cet arrivage est le fait que ça contient beaucoup d'équipements de laboratoire. Du matériel de laboratoire qui vient renforcer la capacité diagnostique de l'équipe médicale béninoise. Les ministres Benjamin Nkpati et Romuald Douadani ont, au cours de la réception, procédé à la vérification de ces équipements du fait de leur sensibilité. Nous avons à l'intérieur 40 appareils de PCR, c'est des appareils qui permettent de faire la lecture des prélèvements que nous faisons dans le cadre du diagnostic et beaucoup d'autres équipements pour le laboratoire, ce qui va forcément augmenter la capacité de diagnostic dans notre stratégie de riposte. C'est fondamental parce que vous savez qu'avant de pouvoir traiter, il faut forcément diagnostiquer. Et nous n'avions qu'un seul laboratoire en fait qui était déjà vraiment surexploité. Avec cet arrivage, nous allons pouvoir démultiplier, décentraliser le diagnostic et de fait devenir plus efficace dans la riposte. Dans cette nouvelle cargaison réceptionnée par le gouvernement béninois, il y a aussi 2 millions de masques chirurgicaux, ce qui permettra de répondre davantage à la demande. On prend maintenant à la direction de la Sénat pour parler de la validation du bulletin unique qui constitue une étape importante franchie dans l'exécution de l'agenda de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Le contexte actuel de la crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19 oblige à un certain nombre de questionnements, notamment comment la Sénat procède-t-elle pour assurer du respect des dispositions sanitaires relativement à la formation et au déploiement sur le terrain des agents électoraux. Le sujet a été abordé dans une interview exclusive à nous accordée par la vice-présidente de la Sénat. On écoute Geneviève Bokonadjor au micro Canal 3 Bénin de Akibé Sédio Séni et de Eder Mpevi. Je voudrais déjà au premier abord préciser que nous sommes en train de prendre toutes les dispositions, mais vraiment toutes les précautions afin d'éviter la contamination aussi bien de nos agents électoraux, aussi bien des agents de la Sénat que des électeurs le 17 mai 2020. Les marques seront distribuées à tous nos agents, tous les agents électoraux, tous les agents de la Sénat, toutes les personnes avec qui nous aurons à travailler pour une raison ou pour une autre sur le terrain. Parlant de personnes avec qui nous allons travailler, nous venons tout de suite d'aborder la question de la formation des agents électoraux. Pour ce faire, vous savez qu'ils sont en nombre
très important. Et habituellement, nous utilisons des locaux au niveau des mairies pour procéder aux formations de ces agents électoraux-là. Nous les prenons en situation normale à hauteur de 100 personnes, 100, 110, 120 personnes. Au regard de la situation actuelle et de la nécessité d'observer la distance d'1 mètre entre chaque personne, nous serons obligés de procéder à des formations avec un nombre de personnes beaucoup plus réduit, c'est-à-dire au plus 50 à 60 personnes. Et pour ce faire, nous serons obligés de mobiliser beaucoup plus de salles de formation. Et à cet effet, les mairies sont mises à contribution pour pouvoir identifier autant de salles que possible pour faire cette formation. Je ne vais pas dire que c'est une chance, mais c'est une opportunité que nous sommes en train de saisir. Les classes d'école étant vides actuellement, les enfants étant en congé prolongé, nous allons utiliser ces classes de salles-là pour faire les formations, 50, 60 au maximum par formation. Mais du coup, nous sommes obligés de multiplier le nombre de formateurs. Et ça, ce n'est pas un problème pour nous. Les sachants en la matière, ce n'est pas ça qui nous manque sur le territoire. Voilà pour ce qui concerne la formation. Le colisage, voilà encore une autre activité où nous sommes obligés de mettre en place les mêmes mesures, c'est-à-dire la distanciation d'1 mètre, les masques, le gel, l'appareil pour se laver les mains. Au niveau du stade de l'amitié, vous y faites un tour à partir du 25, parce que c'est à partir de cette date-là que nous allons commencer les opérations de colisage. Vous y faites un tour, je suis sûr que je vais vous retrouver là, sur place. Vous allez voir que ces mesures-là également seront respectées, parce que, encore une fois, notre souci majeur, c'est d'éviter la contagion de toutes les personnes avec qui nous allons travailler. Nous sommes à moins d'un mois du scrutin du 17 mai prochain. Les élections communales et municipales sont maintenues à cette date malgré la pandémie du coronavirus. Les formations politiques en lice affûtent leurs armes à cet effet pour conquérir les différentes communes du Bénin. À l'Union progressiste, tout se passe très bien, nous dit Gatien Adjagboni, membre fondateur du parti, reçu ce lundi matin sur l'émission Actu Matin. C'était l'occasion pour lui de se prononcer sur les ambitions de l'Union progressiste au profit des communes et surtout sur la nouvelle forme de campagne électorale dans le contexte de crise sanitaire actuelle. On écoute à nouveau Gatien Adjagboni. Nous nous préparons. Vous savez que nous avons une façon traditionnelle de faire la campagne, mais nous prenons acte que suite à la décision des présidents d'institutions, nous ne pouvons plus rassembler des foules, 100, 200 personnes, nous ne pouvons plus, 500, nous ne pouvons plus. Nous ne pourrions plus faire des caravanes comme nous aimons bien le faire, avec 25, 50 motos, 50 véhicules, nous ne pourrons plus. Ce n'est pas simple, mais nous devons faire avec. Nous avons l'habitude de travailler, comme vous venez de dire, avec les populations à la base. Et donc, nous nous connaissons. Aujourd'hui, les données, la politique, la façon de faire cette campagne a été réorientée. Nous allons nous adapter. Nous ne pouvons pas rassembler 200 personnes, mais nous pouvons nous voir par groupe de 6, par groupe de 10. D'accord ? Vous voulez dire que vous continuez, par exemple, d'aller au contact des populations ? Par groupe de 6, c'est possible encore, en respectant les distances. Les médias seront utilisés à bon escient, puisque, vous savez, nous ne pouvons pas aller contre la décision des présidents des institutions. Nous allons travailler avec les moyens que nous avons. Nous allons utiliser les médias, les réseaux sociaux, la communication digitale, qui est une forme très moderne, désormais, de travailler. Et puis, nous allons nous exercer à ça. L'Union progressiste est très ambitieuse pour la transformation de nos communes. Et quand vous prenez, on a certains piliers, certains piliers que nous allons actionner. Quand vous prenez la démocratie à la base, la gouvernance locale, le développement local, la capacité à mobiliser des ressources pour transformer nos communes, je pense que nous avons mené des réflexions relativement profondes au niveau du parti et en ce temps, nous allons vous les dévoiler. Mais quand je prends la démocratie à la base, l'Union progressiste ambitionne clairement, si vous voulez, de revisiter la participation citoyenne, par exemple. L'idée derrière, c'est de faire en sorte que le citoyen à la base, pas le militant, le citoyen à la base, dans son quartier, puisse quand même participer ou influencer, impacter les orientations stratégiques au niveau de sa commune. Et ça, la démocratie à la base doit permettre ça. Quand vous prenez le pilier de la gouvernance locale, alors, l'Union progressiste, nous ambitionnons très clairement de mettre en œuvre un nouveau management public qui passe par tout ce qui est smart gouv, qui passe par tout ce qui est numérique, la décentralisation. Nous voulons faire en sorte que l'expérience du citoyen qui vient à l'hôtel de ville, que ce soit une belle expérience.
Nous ambitionnons lutter contre la corruption, évidemment, puisque la lutte contre la corruption ne peut pas se mettre uniquement au diapason de l'exécutif. Vous savez, nous devons descendre au niveau du local. Nous ambitionnons avoir une sécurité locale plus efficace. Vous ambitionnez lutter contre la corruption et donc vous voulez envoyer des conseillers plus efficaces, c'est-à-dire quand je parle de sécurité locale, je fais allusion à la police municipale. Nous voulons une police municipale plus dynamique, plus efficace. Nous voulons une police municipale plus ancrée au niveau des arrondissements, avec un meilleur partenariat avec la police républicaine. L'objectif dans tout ça, c'est quoi? C'est d'endiguer le petit banditisme, c'est de faire en sorte que le petit voyou ne devienne pas un gros gangster demain. Je vous l'annonçais en titre, la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin s'annonce de plus en plus implacable. Le gouvernement vient d'autoriser la CAME, la centrale d'achat des médicaments essentiels, à mettre à la disposition des officines de pharmacie la chloroquine à un prix subventionné de 500 francs CFA à la plaquette. C'est l'une des nouvelles mesures annoncées ce lundi au cours de la rencontre entre le ministre de la Santé et les pharmaciens. En outre, plusieurs corporations vont subir dans les prochains jours un dépistage systématique en vue d'une meilleure prise en charge des cas. Le point maintenant avec Ulrich Gaba. Face aux pharmaciens, le ministre de la Santé donne les derniers chiffres relatifs à la propagation du coronavirus au Bénin. À ce jour, le Bénin compte au total 54 cas confirmés, répartis comme suit. 40 personnes positives au test de dépistage et ne présentant aucun signe de la maladie, mais isolées et traitées. 13 personnes malades sans gravité, hospitalisées et traitées. 0 malades en situation grave. 1 décès et 27 personnes guéries. Au regard de ces chiffres, le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour passer à la vitesse supérieure dans sa stratégie globale de riposte contre cette pandémie mondiale. Il a été décidé pour compter de la semaine prochaine de procéder au dépistage systématique des communautés à risque, notamment le personnel médical et paramédical, le personnel des forces de défense et de sécurité, la communauté pénitentiaire, etc. En vue d'optimiser la prise en charge thérapeutique, et ceci dans les meilleures conditions de sécurité et de contrôle, le gouvernement a également décidé d'autoriser la CAME à mettre à la disposition des officines pharmaceutiques sur l'ensemble du territoire national la chloroquine à un prix subventionné. Le comprimé de chloroquine 250 mg sera acquis au prix de 40 francs CFA auprès de la CAME et cédé sur prescription médicale à 50 francs CFA, soit 500 francs la plaquette. Le gouvernement espère donner davantage d'efficacité à ces actions durant les 3 semaines à venir, de sorte à permettre la reprise des activités essentielles sur l'ensemble du territoire national. Au-delà des mesures de sécurité sanitaire ou des gestes barrières les plus connus, les populations de la ville de Cotonou essaient désormais de limiter leurs déplacements, une façon simple mais efficace pour éviter les risques de propagation du coronavirus. Mais l'on s'interroge sur comment ces populations arrivent-elles à faire les achats malgré une telle décision dans les espaces marchands et autres lieux commerciaux. Quelles sont les mesures que prennent les gérants pour concilier la limitation des déplacements et la vente de leurs articles et autres produits de première nécessité? Élément de réponse dans cette enquête réalisée par Clément Achadé et Henri Ganti. Les mesures de riposte contre la COVID-19 prises par les autorités changent le quotidien des populations. À Cotonou ce week-end, la circulation est fluide. Ce constat traduit le respect des appels des autorités de la communauté internationale qui demandent aux citoyens de limiter les déplacements inutiles. Dans ce supermarché comme dans bien d'autres, les usagers mesurent la portée des courses désormais réduites. En fait, depuis l'avènement du coronavirus, moi je sors moins. Je sors juste pour m'approvisionner ou pour aller prendre des choses à la pharmacie. À part ça, rien. Et oui, je conseille la même chose parce que maintenant, il y a les services de livraison à domicile. C'est moins stressant et c'est mieux, je trouve. Par contre, chez certains, les habitudes n'ont pas changé.
Le cas de ce client rencontré dans ce supermarché qui toutefois reste vigilant. Est-ce qu'il y a d'amélioration? Moi, je ne cesse de sortir, de venir au supermarché, payer. Bon, j'essaie de prendre les précautions, les mesures de sécurité qu'ils ont dit, les mesures sanitaires. Même si les populations semblent avoir compris l'enjeu des autres mesures barrières, les responsables des centres commerciaux continuent de sensibiliser et surtout veillent au grain en ce qui concerne le lavage obligatoire de mains et la distanciation sociale. Déjà à l'entrée, le dispositif de lavage de mains, et puis au niveau de la caisse, on a mis le barrage pour respecter la distance de 1 mètre entre les clients et la caissière. Vous voyez un peu. Seulement que ce n'est pas facile parce qu'avec les clients, il faut beaucoup parler. Et comme vous pouvez le constater, ici à Mont-Sinaï, nous respectons toutes les mesures que le gouvernement a prises. Nous avons le système de lavage de mains. Déjà à l'entrée, nous avons le personnel. Tous nos agents ont leurs gants et leurs masques de protection. Les clients aussi se protègent comme convenablement. Il y a des agents à l'entrée qui sont responsables de la surveillance de tout ça. Oui, depuis que la crise a commencé, nous avons moins d'affluence. Les clients n'ont pas à avoir peur. Nous respectons toutes les mesures, nos fournisseurs. Tous les clients qui viennent ici respectent les mesures de protection. Donc, ils peuvent passer pour faire leurs achats sans souci. Malgré cette assurance, Dame Yvette est bien consciente des risques éventuels. Elle et ses congénères proposent les achats en ligne et les livraisons à domicile. On a un numéro qui est sur notre affiche publicitaire et il y a des clients qui sont déjà habitués ici et puis ils connaissent la caisse, tout ça là. Et des fois, quand ils veulent acheter pour ne pas se déplacer, ils essaient d'envoyer des messages ou bien d'appeler c'est tel client, c'est telle personne, j'ai besoin de telle chose, voilà. Et puis, facilement, on peut la livrer. Beaucoup de clients préfèrent se faire livrer désormais. Donc, ils appellent pour passer leur commande. Je dirais que la limitation de déplacement, le fait de désormais se faire livrer, constitue des mesures efficaces pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Donc j'exhorte tous les clients, tout le peuple béninois à respecter les mesures fixées par le gouvernement. Même si le confinement total n'est pas encore décrété, limiter les courses moins indispensables se révèle comme une précaution dont l'efficacité reste indiscutable. Progressivement, les Cotonois s'adaptent et cela pourrait aussi contribuer à la prévention et la lutte contre les redoutables coronavirus. L'établissement d'un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à la pandémie du coronavirus limite, comme on le sait déjà, le déplacement des populations. Du coup, le transport en commun des personnes est suspendu et le nombre de passagers dans les taxis est limité à 3 au maximum. Plus de 2 semaines déjà que la mesure est entrée en vigueur et ses conséquences sur le secteur sont énormes. Les activités sont au ralenti et même à l'arrêt pour certains. Tout en saluant cette mesure, les acteurs du secteur font des propositions au gouvernement. On va les écouter de façon résumée dans ce reportage de Idrissou Boukari. Depuis le 30 mars 2020, un cordon sanitaire est établi autour d'un certain nombre de communes les plus exposées à la pandémie du coronavirus. Stratégie de lutte adoptée par le gouvernement pour circonscrire le mal et éviter sa propagation dans le pays. Dans la même logique, le transport en commun de personnes est suspendu et les taxis sont limités à 3 passagers au maximum. Près de 3 semaines après, ces mesures sont respectées et les acteurs des transports saluent la clairvoyance du gouvernement du président Patrice Talon. Nous remercions sincèrement le chef de l'État pour cette mesure visant à nous protéger contre la pandémie. Le Bénin est pratiquement le premier pays à avoir rendu le port de masque obligatoire à certains citoyens. Aujourd'hui, que ce soit les conducteurs de taxi-moto ou dans les bureaux, la mesure est respectée avec le lavage régulier de mains.
Et pour ça, je remercie le gouvernement pour cette prise de décision parce qu'après tout, il s'agit d'une question de santé nationale. Et il faut pouvoir vivre, pour pouvoir jouir de ce qu'on a pu produire. Et il s'agit de comparer deux choses. Sauver la vie et penser à faire prospérer l'économie. Les deux choses ont choisi une. Et je pense bien l'État, le gouvernement du président Talon a bien réfléchi. Parce qu'il faut être bien portant pour travailler et faire tourner l'économie. Surtout que la population béninoise est presque jeune et l'avenir est basé sur la jeunesse. Donc laisser la jeunesse ainsi vaquer à ses occupations avec cette pandémie, c'est dangereux. Derrière ce sentiment de satisfaction et de reconnaissance des efforts du gouvernement pour protéger les populations de la pandémie se cache une autre réalité. Les conséquences économiques de ces mesures sur le secteur des transports. Pour les uns, les activités sont au ralenti et pour d'autres, tout est au point mort. Et plus la situation dure, plus ça devient compliqué. Quand on prend le cas de transport par exemple, il y a les employés qui travaillent avec nous. Actuellement, les bus ne circulent pas et pourtant ils sont payés. D'abord, c'est une perte pour la société. Et secondo, il y a les assurances, c'est une pièce nécessaire que les bus fonctionnent au part. Les papiers sont fonctionnels. Mais, comme on le dit souvent, la santé avant tout. Nous recevons des coups de fil un peu partout. Présentement, nous avons faim. Le chauffeur a faim parce que nous vivons quotidiennement. Et selon ce que nous attendons, franchement, si on ne trouve pas de mesures adéquates, ce serait très terrible pour les conducteurs. Situation difficile donc pour les acteurs du secteur des transports. La crise sanitaire est à durée indéterminée et le bout du tunnel n'est pas encore visible. Pour assouplir ces mesures et permettre au secteur de souffler un tout petit peu, les acteurs font des propositions au gouvernement. Après réflexion, nous proposons au gouvernement, si c'est faisable, au niveau de nos bus pour quitter par exemple Djougou pour Cotonou, nous pouvons nous engager à doter nos passagers de masques de protection et leur imposer le lavage de mains avant de monter dans le bus. Après avoir quitté Djougou, il n'y aura pas d'arrêt jusqu'à Cotonou, ceci pour éviter des contacts extérieurs. C'est notre contribution, ce n'est pas une exigence. Mais si ce n'est pas faisable, faisons tous alors l'effort de respecter les consignes données par le gouvernement pour notre santé. Les gens du marché vaquent à leurs occupations. Et ce sont les gens de Topa là qui les amènent. Si le gouvernement peut nous organiser, ou bien peut les organiser d'une manière ou d'une autre, pour les véhicules de 10 places, on peut leur demander de prendre 5 places. Les 18 places, on peut leur demander de prendre 9 places en se protégeant mieux et en respectant les espaces donnés. Parce que derrière peut prendre 4 personnes. Au lieu de 4 personnes, on peut prendre 2 derrière, 2. Et ça nous facilitera la tâche. Au moins quand il y a la nourriture, le reste c'est plus grave. Des propositions formulées pour soulager les acteurs des transports. Et pour que la crise sanitaire n'engendre la crise humanitaire, il revient au gouvernement de juger de la pertinence de ces propositions et réajuster son dispositif de prévention.
Le gouvernement du Bénin a décidé au cours de son conseil des ministres du 15 avril dernier de la création de l'ANAPES, entendez Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics. Il s'agit d'une nouvelle réforme pour mieux encadrer le recrutement, la formation et le suivi des enseignants vacataires ou communautaires. Dans le rang des acteurs du secteur éducatif, les avis sont diversement partagés. Pendant que certains expriment leurs inquiétudes, d'autres font des propositions pour que ce nouveau cadre de gestion rehausse la qualité du rendement de l'école béninoise. Voici le reportage signé Ulrich Gaba. Redonner à l'école béninoise ses lettres de noblesse, c'est l'ambition du gouvernement du président Patrice Talon qui, à travers son conseil des ministres du 15 avril 2020, décide de la création d'une agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics. Une agence qui aura pour mission de corriger les maux qui inhibent le bon rendement dans les écoles publiques. Dans le rang des acteurs du secteur éducatif, la nouvelle est diversement appréciée. Il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Nous nageons quasiment dans l'obscurité par rapport aux dispositions à prendre. Et moi, j'entends bien les inquiétudes, les questionnements donc, des acteurs du système parce que, de par le passé, l'État avait toujours joué un rôle essentiel dans ce secteur-là. Et donc, si désormais, il faudra que le sort des enseignants soit confié à des agences, peut-être que cela pourrait apporter une certaine performance. Il a été dit qu'on constate que les établissements privés sont gérés avec une certaine rigueur et qu'il y a de très bons résultats, de très bons taux de réussite et de redoublement en fin d'année. Le diagnostic est très mal posé. On ne saurait comparer les réalités du public à celles du privé. Ce ne sont pas les mêmes choses. Si on en arrive à comparer le privé au public et on voit que les résultats du privé sont mieux que les résultats du public, je pense que le mieux, c'est de faire ce que le président de la République vient de faire. Et moi, je l'applaudis. En tant que technicien, vivant les réalités du système éducatif béninois, je pense que c'est l'une des meilleures idées du président Talon. Au cœur de cette révolution qui s'annonce dans le secteur éducatif, figure en bonne place le personnel vacataire ou communautaire. L'agence sera chargée de recruter, de former et de suivre cette catégorie d'enseignants. Des gens composés dans une commune donnée, cela devrait être un recrutement, suppose, mais on les envoie à près de 300 km sans assurer leur déplacement, sans les loger, si bien que certains ont abandonné. Et on dit dans le même temps qu'on a créé l'ANAPES pour penser à la protection sociale des aspirants. Nous autres acteurs sociaux, nous avons suggéré que l'on paye 12 mois sur 12 à ces aspirants. Mais on a préféré leur payer 9 mois au plus. C'est normal de vouloir améliorer le système éducatif, mais c'est aussi important de ne pas perdre de vue que les principaux acteurs qui interviennent dans la chaîne de l'éducation doivent avoir de meilleures conditions de travail pour que cet objectif escompté soit atteint. En principe, tous les contractuels doivent pouvoir applaudir pour dire enfin, nous serons bien gérés maintenant, à moins que l'on ne soit pas pour le travail. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que les jeunes se donnent comme ils doivent se donner? Non. Malgré leurs avis divergents sur les questions précédentes, tous les acteurs du secteur éducatif accordent leur violon sur un seul point. Ils craignent la privatisation de l'école béninoise qui risque d'induire à la longue une augmentation des frais de scolarité, même si dans son communiqué, le Conseil des ministres martèle qu'il n'en sera rien. Parce qu'à la longue, quand on va confier la gestion d'un établissement public à un acteur privé, va dire bon, et pour que je puisse réussir ma mission, je ne peux plus continuer à appliquer le même taux d'écolage. Je dois faire comme dans le privé. C'est pour que les apprenants puissent bénéficier de meilleures prestations. Et là, on va augmenter le droit d'écolage. Mais le président Talon nous a rassurés. Puisque la République de Chili, en Afrique et en Amérique centrale, et en Amérique du Sud, a déjà tenté. Ce n'est pas une première. Qu'on confie le recrutement des enseignants à des agents, ce n'est pas une première. Mais là-bas, il y a eu augmentation des contributions scolaires. Si bien que le pauvre ne peut plus envoyer son enfant à l'école. Si on nous garantit qu'il n'y aura pas ça,
Je pense que c'est une bonne idée parce que nous avons des pratiques qui ne permettent pas le développement de l'école du Bénin. Ils espèrent tous une amélioration des performances du système éducatif béninois. Mais ils conseillent au gouvernement de veiller à ce que le pauvre ne soit exclu de l'école béninoise et que les vacataires et communautaires bénéficient de meilleures conditions de travail. Deux grands défis que doit relever l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics. De nouvelles habitudes en perspective pour les usagers des marchés de Bégamin et de Ménotin en chantier depuis peu dans le cadre du programme de modernisation des marchés urbains conduit par le gouvernement. Plusieurs marchés pris en compte dans ce programme ne sont plus que de vastes étendues de débris de pierre en attendant le démarrage des travaux de reconstruction. Mais pendant ce temps, pour assurer la poursuite des activités marchandes, les usagers ont été installés sur un nouveau site. Comment le vivent-ils et quelles sont leurs premières impressions? Élément de réponse dans ce document signé Nagui Balabé. Ménotin et Bégamin, deux marchés de Cotonou dont il ne reste à ce jour que débris et ruines en attendant leur métamorphose très prochaine. Les deux sont pris en compte dans un programme plus vaste de construction et de modernisation de 47 espaces marchands urbains pilotés par le gouvernement et lancé il y a peu. Et déjà, sur les sites parcourus, tout a été remis à plat afin que de ces décombres émergent des installations dignes de cette époque. Moi, ça me fait plaisir parce que notre marché là, c'est déjà gâté depuis. Et on nous a promis qu'on va nous faire un autre marché. Et depuis là, les gens viennent, les sécurités viennent prendre l'argent chez nous. Et puis c'est nous-mêmes qui avons acheté, on achète le menuisier, on achète le tôle avec le bois. Et on avait reconstruit nous-mêmes, chacun à sa place. Et maintenant, comme on avait cassé tout, et on dit on veut nous faire un autre marché maintenant, nous sommes d'accord. Si c'est vrai, si on construit, si on va nous remettre là-bas encore, nous sommes d'accord. On croise donc les doigts. Mais pendant ce temps, c'est un peu plus au sud et à quelques encablures de l'ancien site que le marché Bégamin a été transféré. Lancé il y a 2 semaines, les usagers commencent à peine une nouvelle expérience avec des hauts et des bas, mais rien que l'on ne puisse pas comprendre. Ça fait 3 semaines, ça n'a même pas encore fait 1 mois. Ça ne marche pas très bien comme avant. Comme on est nouvellement arrivé ici, bon, tous les clients ne savent pas encore là où sont ces vendeurs. Les gens ne savent pas que nous sommes déjà sur le nouveau site. Et aussi ici, bon, c'est pas comme notre ancien marché où il y avait tous ceux qui étaient dans le quartier venaient plus facilement. Mais ici, comme c'est un peu éloigné, les gens ils ont des difficultés à nous rejoindre d'ici. Bon, peut-être comme on est déplacé, bon, les gens, notre client là, on ne connaît pas là où on reste actuellement. Peut-être ça aussi. Nous, il y a bien des gens qui ont fait des pétrole, et nous avons fait des et nous avons fait des filles on bon nous cas de des gens pour moi au sang le gars pour d'agbena tonde men mi bossi sana wa mi de sona moi trop le de croyer moi. Des débuts difficiles, mais le jeu en vaut certainement des infrastructures marchandes à la hauteur des ambitions de modernité du gouvernement et pouvant offrir aux usagers des conditions plus décentes. Et puis maintenant, cet élément à chaud, le point de presse du ministre de la Santé qui annonce de nouveaux cas et surtout de nouvelles mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. On va suivre le point de presse du ministre de la Santé, Benjamin Roukwati. Je voudrais préciser qu'à ce jour, lundi 20 avril 2020, le Bénin compte au total 54 cas confirmés, dont 40, quoique positifs au test de dépistage, ne présentent aucun signe de la maladie. Ces personnes sont isolées et prises en charge. 13 autres personnes porteuses de la maladie ne présentent pas de signes de gravité particulière. Elles sont hospitalisées et déjà sous traitement. En outre, nous avons enregistré un décès et parmi les 54 cas contrôlés positifs, nous avons 27 personnes guéries. Pour compter de ce jour, de mettre à la disposition des pharmacies la chloroquine à prix subventionné en vue de favoriser son aspect sécurisé à la population.
Cette option se justifie par le fait que nous anticipons que les contacts seront de plus en plus observés et si leur prise en charge se fait précocement, nous maximiserons les chances de ne pas aboutir aux complications sources de décès. À ces différentes mesures, il convient d'ajouter l'acquisition massive de matériel de dépistage, de masques, de médicaments et autres équipements nécessaires au traitement des malades. Enfin, dans sa stratégie globale de riposte, le gouvernement a fait l'option d'un dépistage systématique des personnes symptomatiques, de même que tous les contacts des personnes contaminées. Par ailleurs, certains groupes considérés comme plus exposés, notamment le personnel médical et paramédical, le personnel des forces de défense et de sécurité, la communauté pénitentiaire, bénéficieront d'un dépistage systématique. C'est dans ce cadre que nous avons réceptionné plusieurs équipements permettant de rendre opérationnels de nombreux laboratoires de dépistage. Il s'agit notamment de postes de sécurité microbiologique de niveau 3, de centrifugeuses réfrigérées, de chaînes d'électrophorèse et surtout de 40 thermocycleurs, encore appelés appareils de PCR, pour la lecture finale des résultats, ainsi que de divers autres petits matériels nécessaires pour les manipulations. Avec l'acquisition de ces équipements, notre capacité de diagnostic s'étend désormais jusqu'à 16 000 tests par jour. C'est la combinaison de toutes ces mesures qui nous permet de faire face à la pandémie et d'espérer, si chacun de nous apporte sa contribution, de la maîtriser de façon à pouvoir continuer à exister le temps qu'elle s'éteigne. Voilà qui met un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Mais très tôt, comme d'habitude, matin sur Actu Matin, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.